pour obtenir l'abrogation de cette loi et la restauration de la famille. La bataille est engagée, il y a des étapes, ces étapes il faut tenir bon. Quelqu'un comme Jacques Attali par exemple, nous disait dans un texte que nous avons cité d'ailleurs en introduction du livre que nous avons commis avec Guillaume et qui finalement, c'est un peu parti de ce texte d'Attali d'ailleurs, l'idée. Attali disait, mais arrêtez de vous battre sur la loi Taubira, de toutes les façons, vous avez déjà perdu. Et battez-vous plus loin, beaucoup plus loin, sur le clonage. Mais quand nous en serons, et il disait lui-même d'ailleurs, que le clonage, ou l'ectogénèse, c'est-à-dire la conception de l'enfant hors du ventre de sa mère et dans une matrice artificielle, serait peut-être inévitable. Parce qu'elle répondait aux aspirations de l'homme, moderne et attalien, à savoir l'aspiration à la liberté, à l'égalité et à l'individualisme. Et donc Attali disait, ben voilà, c'est plutôt là-dessus, ça peut être un peu gênant quand même. Donc arrêtez de vous battre sur la Taubira, on en est beaucoup plus loin. C'est une façon de nous dire, vous avez 3 coups de retard. Bon, peut-être qu'on a eu 3 coups de retard, mais c'est sur chaque coup qu'il va falloir se battre, parce que si nous voulons éviter d'être emmenés à ce niveau-là, à ce moment-là, où véritablement nous en arriverons à une modification de l'homme, comme le disait Guillaume dans sa chair et dans son être, c'est-à-dire une modification très profonde de l'anthropologie telle que nous la connaissons, de l'idée de l'homme et de l'être de l'homme tel qu'il a été créé et tel que nous l'avons connu jusqu'ici. Je prendrai un deuxième exemple, l'école. Alors l'école, on sait bien que on se plaint très souvent des programmes, de l'enseignement, etc. Le fait est que ça va toujours dans le même sens. On voit bien aussi comment l'école a été choisie par Najat Vallaud-Belkacem et avant elle par Vincent Payon pour modifier l'homme. Et là-dessus, la théorie du genre était un des éléments forts de ce programme. Et le programme devait tendre effectivement là aussi à proposer une nouvelle anthropologie. C'est l'homme asexué, d'ailleurs c'était aussi l'homme unisexe, c'était aussi ce dont parlait Attali. Et c'est également ce qu'on trouve dans le livre d'Aldous Huxley. L'école aussi, on peut prendre, je prendrai également l'exemple des études d'histoire. J'en parlais avec un professeur d'histoire, je ne sais pas s'il est là, non je crois pas, tout à l'heure, qui me disait que c'était encore pire en géographie, parce que ce n'est plus l'histoire de la nation française qui est apprise. Ça je l'ai bien vu avec mes propres enfants d'ailleurs. Mon fils apprenait, ne sait pas qui est Louis XV, mais en revanche, on lui apprenait l'histoire d'un village malgache l'an dernier, ce qui est certes intéressant, mais en général on peut faire ça plus loin, quand on a poussé des études peut-être en fac, etc. Les historiens peuvent, mais ça sert à rien si on connaît pas, si on ne sait pas qui est Louis XIV. Bon, et le professeur en question d'histoire et de géographie me disait que c'était encore pire en géographie, et qu'en géographie on a véritablement l'enseignement du mondialisme. En fait, là aussi nous sommes dans le meilleur des mondes, parce que le meilleur des mondes, c'est la volonté de déraciner l'homme, de déraciner la personne. Nous faisons avec Guillaume de Prémar une différence très nette entre l'individu tel qu'il nous est présenté par quelqu'un comme Attali, c'est-à-dire quelqu'un qui est libre de tout lien, enfin libre entre guillemets, parce que c'est pas une liberté justement, mais ça nous est présenté comme une liberté, et qui est totalement isolé. Et puis la personne, parce que la personne est au centre des liens, la personne a des racines. Le but des artisans du meilleur des mondes à l'heure actuelle, c'est d'essayer de nous déraciner, de déraciner tous les peuples et de supprimer les peuples, supprimer les familles et de supprimer les corps intermédiaires en fait. Donc tout ce qui peut unir les personnes entre elles est à proscrire et est à détruire. La réponse à cela, la résistance, c'est précisément de s'arc-bouter sur les liens sociaux, les liens familiaux, les liens nationaux, tout ce qui peut effectivement nous enraciner. Et notre histoire en fait partie, notre géographie en fait partie aussi.
Je prendrai oui, je vais en venir un petit peu rapidement au progrès, parce qu'il y en aurait encore beaucoup à dire, ça va de soi. Alors, en face, ce qu'on nous dit, c'est que le progrès, c'est que nous sommes contre le progrès. En fait, cette idée du progrès, dans son acception progressiste, c'est le déguisement de l'utopie. L'utopie, moi, il y a quelqu'un qui m'intéressait beaucoup, c'est dommage que l'émission soit arrêtée, c'était, vous avez sans doute dû la voir, c'est celle qui opposait Éric Zemmour et Nicolas Doménac. C'était Ça se discute. C'est très intéressant parce que Doménac, qui est un type d'ailleurs à mon avis honnête et qui est très révélateur d'une certaine idéologie, Doménac parlait de l'utopie comme une fin en soi en fait. Et ça rejoignait ce que disait Bernard Kouchner. Bernard Kouchner disait et qu'on ne m'accuse pas d'utopie, elle seule fait avancer le monde. C'est-à-dire que le progressisme, le progrès, tel qu'on nous décide, finalement, nous peint sous les meilleurs sentiments. Alors, Guillaume en parlera tout à l'heure, je pense, mais les bons sentiments, ce sont les bonnes intentions dont l'enfer est pavé. Et c'est en permanence. Donc, tordons le cou aux bons sentiments, comme le disait Jacques Ellul, parce que c'est comme ça qu'on nous amène là où il faudrait surtout pas aller. Donc, l'utopie est déguisée sous le masque du progressisme et sous le masque aussi de ces bons sentiments qui doivent nous amener vers le meilleur des mondes, proprement dit. Alors qu'est-ce que le meilleur des mondes ? Bien finalement on nous le dit, c'est un monde où nous aurons l'immortalité. C'est tout le discours actuel du transhumanisme. Il ne faut pas croire que ce soit, effectivement pour l'instant c'est une utopie, mais il faut savoir quand même que les plus grosses fortunes du monde dépensent des sommes énormes pour fusionner finalement un petit peu le corps humain et la technologie, et pour nous amener à une forme d'immortalité qui à mon avis fait frémir. Mais alors on nous dit oui, vous serez immortel, vous serez plus beau, plus grand, plus fort, plus sain. Pourquoi ? Parce que on va avoir l'occasion de trier les embryons. Et à la limite, si demain on réussit, et c'est déjà le cas puisque ça existe déjà sur les brebis, à faire naître les enfants, à faire grandir les enfants non pas dans le ventre maternel, mais dans un utérus artificiel, alors on peut quand même imaginer que là on arrivera à l'homme parfait. Ça s'appelle l'eugénisme. C'est une vision qui est très ancienne. À l'époque où Huxley écrivait son livre, c'est-à-dire en 1931, il a été publié en 1932, l'eugénisme qui a pris un petit coup dans l'aile avec le nazisme par la suite, mais l'eugénisme avait quand même le vent en poupe et était très bien considéré. La question que nous posons dans le livre que nous avons écrit, c'est de savoir si le monde que nous propose Huxley relève de la pure imagination. Nous nous le demandons parce que le frère d'Aldous Huxley, qui est le fondateur du WWF, du WWF, et le premier directeur de l'UNESCO, était lui-même un biologiste, eugéniste, qui était très proche par exemple de Margaret Sanger, qui a été la fondatrice du planning familial international, et qui était elle-même eugéniste et raciste. Et finalement, on voit comment c'est développé. On peut se demander si finalement Aldous Huxley ne s'est pas servi des programmes dont lui avait parlé son frère pour écrire son livre. À mon avis, c'est assez probable. Et surtout quand on voit ce qui se passe depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on peut se demander si effectivement nous n'assistons pas à la mise en place progressive d'un plan
d'un plan eugéniste qui a été mis au point depuis très longtemps et qui nous amène au meilleur des mondes. Alors voilà, c'est un petit peu les questions que nous nous sommes posées, et c'est à cela que nous appelons à résister. Vous êtes là aussi pour résister, mais je pense, honnêtement, parce que moi-même, je n'en étais pas très conscient à l'époque de la Manif pour tous, je pense que nous nous sommes battus au départ sur un thème comme la loi Taubira, et il est probable que peu de ceux qui ont fait cette démarche, à commencer par moi, à cette époque-là, étaient conscients en fait, du combat qui était derrière, de la toile de fond qui était derrière.